Il y a deux mots dans contrat didactique. Il y a le mot contrat et il y a l'adjectif didactique. Chacun des deux mots a son importance et pas de la même façon. C'est-à-dire que le mot de contrat, il ne faut pas s'y tromper, c'est un mot qui peut poser problème dans la façon de percevoir ce qu'est le contrat didactique. Je vais le dire très précisément tout à l'heure, mais le contrat didactique, c'est certainement pas un contrat au sens où on pourrait le croire d'un contrat qui serait écrit noir sur blanc, dans tous ses détails, sur quelque chose qui serait signé par les deux parties. Ça reste en grande partie implicite. Le deuxième terme, donc, c'est l'adjectif didactique. Et cet adjectif-là, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors en particulier, pour être tout de suite clair et pour éviter qu'on se méprenne sur le terme, quelque chose du genre quand le prof parle, les élèves se taisent, les élèves doivent arriver à l'heure, ou je ne sais quoi, c'est pas du contrat didactique, ça. Ça va être de la coutume de classe, et éventuellement on va parler de contrat scolaire, mais le contrat didactique, le fait qu'il y ait l'adjectif didactique dedans, ça veut dire que inévitablement c'est quelque chose qui a à voir avec le savoir qui est en train de s'apprendre à l'école. Alors, ce qui veut dire en particulier que le contrat didactique, c'est absolument pas quelque chose qui a regardé sur la globalité de la scolarité. Le contrat didactique va prendre des formes différentes à chaque moment de l'enseignement par rapport aux différents types de savoirs qu'on va apprendre. Et il est complètement dépendant de ce savoir-là et il ne peut pas se déterminer de façon générale pour tous les savoirs. Ce terme, il est apparu dans les travaux de Guy Brousseau. Donc, Guy Brousseau, c'est en didactique des mathématiques, puisque le contrat didactique s'est apparu en didactique des mathématiques, un des pères fondateurs avec la théorie des situations. Alors qu'on dit des fois situation didactique, mais en fait, c'est pas vraiment, au départ, c'est la théorie des situations au sens large. Dans cette théorie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme beaucoup de théories, c'est une théorie qui va appliquer un modèle pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la classe. Alors ce modèle, ça veut dire qu'on va avoir une certaine distance par rapport à la réalité et que donc, en particulier, le concept de contrat didactique, ce n'est pas un concept qui va être opérationnel, en particulier directement pour les enseignants comme ça. C'est avant tout un concept qui permet de modéliser quelque chose d'important dans la relation didactique. Et donc, c'est un outil avant tout pour le chercheur, donc c'est un outil pour quelqu'un qui se place à l'extérieur de la classe et qui veut essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors, ça ne veut pas dire que l'enseignant ne pourra pas en avoir une certaine utilité, mais ça va être plus compliqué pour lui de le comprendre. Et puis de le mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas se regarder faire sans prendre une certaine distance. C'est un modèle de quoi? C'est un modèle qui part d'une ambiguïté, enfin même pas une ambiguïté, le terme n'est pas exact, une contradiction, il faudrait plutôt dire. Une contradiction de l'enseignement qui est liée à quelque chose qui est très fort dans beaucoup de théories en sciences de l'éducation en particulier, mais en général, et puis en didactique des mathématiques aussi, qui est liée à une approche, on va dire, constructiviste dans un sens très large, qui dit qu'en fait, l'enseignant n'a pas pour mission de faire en sorte que ses élèves apprennent, c'est-à-dire il n'a pas la responsabilité de l'apprentissage. La responsabilité de l'apprentissage, elle appartient aux élèves. C'est aux élèves à apprendre. Par contre, l'enseignant, il a une autre mission qui est de faire en sorte que les élèves apprennent, c'est-à-dire de mettre en place les conditions pour que les élèves apprennent. Alors ça, il faut bien comprendre que c'est une contradiction quelque part, c'est un paradoxe. Parce que ça veut dire que l'enseignant ne peut pas montrer directement le savoir et l'indiquer en disant à l'élève, ben voilà, c'est ça, il faut que tu l'apprennes, mais il doit mettre en place des conditions pour que l'élève puisse accéder à ce savoir et en plus se donner les moyens de pouvoir vérifier que les élèves ont appris. Le contrat didactique, il intervient à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on modélise, quand on a ces hypothèses, comme je viens de les exprimer de départ, pour envisager la relation didactique, la question est de savoir comment à la fois l'enseignant et les élèves vont s'y prendre pour gérer leur relation, sachant que l'enseignant ne peut pas complètement dévoiler son projet d'enseignement, mais doit mettre en place les conditions pour que ce projet d'enseignement puisse être réussi. Et le contrat didactique, c'est ce qui va modéliser ça. Autrement dit, c'est ce qui va modéliser les attentes réciproques de l'enseignant vis-à-vis de l'apprentissage des élèves et des élèves vis-à-vis de l'enseignement de l'enseignant, et par rapport à un savoir donné. Et ces attentes réciproques, on l'a bien compris, j'espère, avec ce que j'ai dit avant, elles ne peuvent pas être entièrement explicites, puisqu'encore une fois,
Le savoir lui-même, en général, ne peut pas être dévoilé en début d'enseignement, puisque c'est ce vers quoi on fait tendre l'élève et on ne peut pas lui signifier les choses. Ce contrat didactique est donc quelque chose d'implicite, de non-dit, mais qui permet, dans un rapport de modélisation, de comprendre certains types de comportements entre les élèves et l'enseignant dans la relation didactique, c'est-à-dire dans ce qu'ils partagent au niveau de l'un pour enseigner, l'autre pour apprendre un savoir. Pour expliquer cela un peu plus en détail, je voudrais juste commencer par donner un exemple. C'est le fameux problème de l'âge du capitaine. L'âge du capitaine, c'est quoi? C'est au départ une équipe de chercheurs de Grenoble qui s'intéressait aux problèmes qu'on appelle les problèmes à habillage, c'est-à-dire les problèmes de mathématiques dans lesquels on raconte une petite histoire pour faire résoudre le problème. Et puis il voulait montrer un peu, quelque part, l'aberration de ce genre de truc. Et il s'était amusé, je crois que le terme est assez exact, à poser un problème qui était en gros à peu près le suivant. Alors il y a des variantes, hein, mais en gros l'idée c'est de raconter toute une histoire sur un capitaine au long cours qui part en mer pour plusieurs jours et puis qui emmène sur son bateau. Alors ce qui est important, c'est que dans l'histoire, il va y avoir 2 données numériques, 2 seulement. On va dire que sur son bateau, il embarque 6 chèvres et puis 7 moutons. Et puis on raconte que l'équipage est tout heureux, qu'ils ont quitté leur épouse, qu'ils vont se promener pendant longtemps et longtemps. On raconte toute une histoire et puis à la fin on demande, voilà, et bien maintenant quel est l'âge du capitaine? Alors, bien entendu c'est une situation absurde parce que rien dans l'énoncé du problème ne nous donne l'âge du capitaine. Et on s'est rendu compte qu'un pourcentage, alors ça peut dépendre un peu des conditions, mais un pourcentage qui peut aller jusqu'à 70 ou 80% des élèves répondent que le capitaine a 42 ans. Alors pourquoi 42? 42 parce qu'il n'y a que 2 données chiffrées dans l'énoncé, c'est 7 et 6, que 7 plus 6 ça fait 13, et que 13 c'est pas tout à fait décent pour l'âge d'un capitaine. Par contre 7 fois 6 ça fait 42, et 42 ans ça paraît un âge qui est tout à fait honorable pour un capitaine. Alors, ça a été interprété, non pas par Brousseau lui-même au départ, c'est par cette équipe de Grenoble, et puis encore une fois, ça a été repris comme un effet de contrat. Parce que vous voyez bien que là derrière, qu'est-ce qui se passe? L'élève, on lui a posé un problème dans la classe de mathématiques, et on lui demande une réponse. Donc, le contrat implicite, c'est que l'élève, il doit répondre à une question. Alors ça, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment du contrat didactique, ça. C'est un contrat scolaire. En gros, un élève, quand on l'interroge, il doit répondre. Et s'il répond pas, il sait bien qu'il va être en échec. Alors, ce qui est vraiment du domaine du contrat didactique, là derrière, c'est pas simplement ça. C'est pas le fait que l'élève ait besoin de répondre. C'est que l'élève, il va donner une réponse par rapport au savoir en jeu. C'est-à-dire qu'ici, il est dans la classe de mathématiques. Et dans la classe de mathématiques, ce qui est important, c'est les nombres. Donc il va bien repérer, au-delà de la signification de l'histoire, les nombres qui sont en jeu, qui apparaissent dans l'histoire. Or, les 2 seuls nombres qui apparaissent, c'est 6 et 7. Et ce qui va jouer aussi au niveau du contrat didactique, c'est qu'il va utiliser les opérations qu'il connaît, l'addition et la multiplication, et il va donner la réponse qui, par contre, est la plus plausible par rapport au contexte. Donc pas 6 plus 7, mais 6 fois 7. Voilà en gros l'analyse qu'on peut faire. Alors, bien entendu que ça paraît dramatique, parce qu'on se dit, si les élèves sont capables de répondre n'importe quoi à un problème comme ça, c'est qu'il y a une difficulté. Alors d'abord, il faut pondérer la chose, parce que si on interroge les élèves après individuellement, on se rend compte que beaucoup d'élèves sont tout à fait conscients du fait qu'ils ont donné une réponse aberrante. D'accord? Donc ça renforce là aussi l'importance de la modélisation en termes de contrat. Alors ce qu'on va dire derrière, c'est ce qu'a dit en particulier Stella Baruch et tout un tas de détracteurs derrière elle, c'est que du coup ça montre bien l'aberration du système scolaire, le fait que les profs sont nuls, qu'ils posent des problèmes qui n'ont pas de signification, etc. Mais là aussi on se trompe de coupable. Parce que dans cette histoire-là, finalement, il n'y a pas de coupable. Ou s'il y a un coupable, c'est le système. C'est le système qui fait que dans une situation scolaire, l'enjeu didactique fait que les élèves sont forcés à répondre. Et que si on leur a donné un truc qui n'a pas de signification, mais ils répondent quand même. Et ils trouvent. Donc quelque part, les élèves, ça montre au moins qu'ils ont de la jugeote, qu'ils savent répondre, quelque chose qui a à peu près du sens, et que ils ont bien compris le contrat didactique, justement. D'accord ? Donc du coup, ce truc-là, il faut pas...
encore une fois, le surinterpréter, et surtout d'un point de vue idéologique. C'est quelque part une preuve que le modèle du contrat didactique est un modèle important qui permet de comprendre certaines choses et qui permet de dédramatiser cette situation et de surtout ni culpabiliser l'élève, ni culpabiliser les enseignants dans cette histoire-là. Si on veut donner un autre exemple qui, ce coup-ci, sera plus parlant, l'exemple que je prendrai, ça va être l'exemple de l'introduction des nombres décimaux à l'école. C'est quelque chose qui s'apprend à la fin du primaire. Et très souvent, on introduit les nombres décimaux par rapport à des questions de mesure de grandeur, parce que c'est effectivement là que ça intervient dans le domaine social, et en particulier par rapport, en général, à l'argent, la monnaie. Alors, par exemple, si on pose à l'élève la question, Pierre est allé à la Migros, il a acheté 1 kilo de bananes qui lui a coûté 2 francs 15, et puis 1 kilo de pommes qui lui a coûté 3 francs 70. J'écris pour pas oublier ce que j'ai dit. Donc 2 francs 15 pour les bananes et 3 francs 70 pour les pommes. Combien il a payé à la caisse? La réponse, vous l'avez tous dans la tête, ça va être 5 francs 85 ou 85. Cet exemple-là, ça peut être un exemple d'entrée dans les nombres décimaux et puis l'apprentissage de l'addition avec les nombres décimaux. Alors en termes de contrat didactique, c'est là que ça devient intéressant. Ce qui est important, c'est que comme on est parti avec un exemple de valeur monétaire, on est avec des nombres décimaux qui ont toujours 2 chiffres après la virgule. Parce que ça, c'est une particularité de toutes les mesures de grandeur, c'est qu'elles sont toujours avec des nombres, si on garde la même unité, avec des nombres de décimales qui sont les mêmes. Ce qui fait que pour additionner 2,15 et 3,70, on peut en gros généraliser l'addition sur les entiers et puis additionner le 2 avec le 3 et le 15 avec le 70. En fait, on additionne les francs puis on additionne les centimes. Ce qui fait qu'on travaille sur un nouveau type de nombre, mais on généralise la façon de faire qu'on a de faire avec les entiers. Alors l'enseignant peut ne pas du tout préciser cette technique-là aux élèves, qui peuvent tout à fait la trouver eux-mêmes, ce n'est pas un problème très compliqué. Mais en termes de contrat didactique, ça va, si ce genre de problème est répété plusieurs fois et qu'il ne débouche pas sur quelque chose de plus compliqué, ça va générer quelque chose chez l'élève qui va être qu'une règle, ce qu'on va appeler une règle de contrat didactique, une règle locale du contrat didactique, qui est une règle implicite, encore une fois, c'est-à-dire que l'élève pourrait très bien ne jamais être capable de vous la dire explicitement, mais c'est bien ce qu'il va appliquer, qui consiste à additionner la partie entière et puis la partie décimale. Sauf que si après on lui pose un autre problème qui est déconnecté de la question de la mesure de grandeur, mais qui fait intervenir des nombres décimaux, du genre pratiquement la même chose, c'est-à-dire quelle est la somme de 2,15 et de 3,7. Vous voyez bien que 3,70, c'est quelque chose qui est important si on parle de francs et de centimes, mais en mathématiques, s'il y a un 0 à la fin, on a intérêt à l'enlever et on dit plutôt 3,7 que 3,70 si on est hors contexte. Et le vrai problème mathématique derrière, c'est l'addition des deux décimaux, 2,15 et 3,7. 2,15 plus 3,7, comme dans le cas précédent, bien entendu, ça fait 5,85. Sauf que si on applique la règle de tout à l'heure au cas maintenant 3,7 et 2,15, eh bien on ne va pas trouver 5,85, mais 5,22, parce que 15 plus 7, ça fait 22. Et c'est pas pareil que 15 plus 70. Ce qui montre bien que quand on pose un autre type de problème, eh bien, on s'aperçoit que la règle implicite de contrat qu'on avait tout à l'heure, qui est une espèce de théorème en acte, on pourrait là faire allusion à une autre théorie qui est celle de Gérard Vergniaud. À ce niveau-là, les deux choses coïncident un peu. Eh bien, elle est plus valide parce qu'on a changé de référent et qu'on n'est plus tout à fait dans le même problème. C'est un cas, par exemple, où l'enseignant aurait voulu éviter ce genre de problème. Alors sûrement qu'il n'a pas anticipé, mais le type même de question qu'on pose à l'élève génère un certain type de comportement, c'est-à-dire que l'élève interprète forcément la tâche que lui donne l'enseignant en termes d'attente. Qu'est-ce que le prof attend de moi? Dans le cas
du problème de l'âge du capitaine. C'était le prof attend une réponse, j'essaye de trouver une réponse avec les éléments du bord. Ici, c'est plus que ça. C'est quelle réponse l'enseignant attend par rapport à cette question. Et tant qu'on pose ce type de problème, l'élève peut penser, ben oui, la méthode que j'ai, elle fonctionne. L'idée de contrat didactique, elle est aussi précise que ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas générale par rapport à des comportements, mais elle est vraiment par rapport à des exemples très particuliers de types d'enseignement. D'accord ? Par rapport à des savoirs. Dans la modélisation de Brousseau, on peut voir tout phénomène d'apprentissage quelque part comme une rupture de contrat. C'est-à-dire que finalement, ce qui est important, c'est pas tant de repérer le contrat, mais de repérer l'endroit où il y a une rupture. Dans mon histoire de décimaux, il va y avoir une rupture de contrat parce qu'avec les décimaux, il va falloir faire autrement qu'additionner simplement des entiers. Et additionner la partie entière et la partie décimale, ça va plus suffire. Donc le contrat jusque-là, c'était qu'on faisait une addition comme on fait avec des entiers. Et puis il y a une rupture de contrat. Et cette rupture de contrat, elle est installée par une situation problématique. Donc là, on revient à des choses très élémentaires de constructivisme, hein, c'est-à-dire l'idée de rupture, de déséquilibre qui va entraîner un nouvel équilibre par l'acquisition d'une nouvelle connaissance. L'élève, hein, il fonctionne comme tout le monde à l'économie. On lui présente un problème qui est relativement nouveau, hein, additionner des francs, il ne l'a jamais fait. Eh bien, il va appliquer ce qu'il sait faire dans un champ qui est proche, c'est-à-dire qu'il va appliquer ce qu'il sait faire sur les entiers. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, dans le contrat que l'enseignant va mettre en place, il va falloir qu'à un moment donné, cette difficulté qui est de passer à autre chose, c'est-à-dire quand on a additionné, comme j'avais dit tout à l'heure, 3,70, au lieu de 3,70, 3,7 à 2,15, eh bien, il va falloir mettre en place quelque chose qui montre à l'élève l'erreur que produit ça. C'est l'idée d'un milieu qui soit... qui oppose une certaine résistance. Hein, c'est ce qu'on appelle l'antagonisme du milieu. C'est-à-dire que la situation qu'on propose à l'élève, elle résiste. Si on lui donne une situation dans laquelle il va trouver comme ça, un peu par hasard, comment résoudre le problème, mais il n'apprendra pas. Il aura réussi par hasard. Alors, si on veut que la réussite atteste d'un apprentissage, ben avant la réussite, il faut peut-être avoir échoué pour se rendre compte que c'était peut-être plus difficile qu'on ne croyait. D'où, par exemple, dans le dispositif sur les nombres décimaux, là, le fait de rentrer tout de suite, de montrer d'abord l'exemple qui semblerait marcher avec la règle de contrat de l'addition des nombres entiers, pour derrière donner l'exemple problématique. Donc on va renforcer ce que l'élève aurait tendance à faire pour le mettre d'autant plus face à la difficulté, quelque part. Alors ça peut paraître vicieux, mais ça se justifie, quoi. Après, il faut le gérer sur la totalité du truc. C'est-à-dire qu'à la sortie, à la fin, on veut que les élèves réussissent. Mais peut-être pas d'emblée. C'est vrai que tel que je l'ai dit, on pourrait croire que finalement le contrat, c'est pas autre chose que le type de milieu qu'on met en place, et puis les ruptures, c'est les ruptures au niveau du milieu. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que dans l'idée de contrat, il y a quand même l'idée de l'attente, en particulier de l'enseignant. C'est-à-dire que le contrat didactique, ça modélise aussi certaines des réactions de l'enseignant par rapport au type de choses qu'il a faites. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le milieu qui met en place, mais la conscience de ce qu'il a mis en place par rapport au type de réponse que les élèves vont faire, vont donner. C'est-à-dire que ça délimite aussi le champ de son intervention. Le contrat didactique, c'est aussi ce qui réduit la possibilité pour l'enseignant, par exemple, d'interpréter la réponse d'un élève. C'est comme ça, par exemple, on peut interpréter en termes de contrat didactique le fait qu'un enseignant va rejeter une réponse d'un élève comme étant complètement incohérente, alors qu'en fait, s'il la regardait un peu différemment, elle pourrait avoir une cohérence, parce que souvent les réponses des élèves ont une cohérence par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, le fait que l'élève se conforte dans l'idée qu'additionner des décimaux, c'est comme additionner des entiers, elle est de la responsabilité de l'enseignant si l'enseignant ne lui donne que des exemples avec des mesures. Ou si l'enseignant donne à l'élève que des exemples dans lesquels cette règle fonctionne, ben c'est la responsabilité de l'enseignant d'avoir fait croire à l'élève qu'on pouvait faire comme ça tout le temps. D'ailleurs, il n'a pas fait croire qu'on pouvait faire ça tout le temps.
Il lui a simplement fait travailler sur les exemples qu'il lui a donnés. Sauf que c'est de la responsabilité de l'enseignant, là. L'élève, il n'a pas de raison d'inventer autre chose, puisque ça fonctionne sur tous les exemples qu'il lui a donnés. Ça, c'est un truc qui est très important, parce que et qui montre bien, et là on voit bien qu'on est sur le didactique, c'est-à-dire que pour arriver à dépasser cette difficulté-là, il faut arriver à une analyse didactique du problème, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'enjeu mathématique qu'il y a derrière l'addition des nombres décimaux. Et que additionner des nombres décimaux qui ont le même nombre de décimales, c'est un cas très particulier de l'addition des décimaux qui se gère de façon beaucoup plus simple. Et ça, on voit bien que là, on n'est pas sur du pédagogique, on est vraiment sur du didactique. C'est-à-dire que le truc, il est en termes de contrat sur quelque chose où ça porte essentiellement sur la nature des objets qu'on est en train de travailler.